et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, lors du book haul de l'automne, je vous avais dit que vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant d'avoir le book haul de l'hiver, et le voici, le voilà. Pour être tout à fait honnête, j'avais prévu d'enregistrer une toute autre vidéo, mais j'ai pas fini d'en écrire le texte et de l'affiner, donc je me suis dit qu'on va permuter. Au lieu d'avoir une vidéo écriture et illustration, je vais vous tourner le book haul de l'hiver. Ça me permettra samedi prochain de tourner plus tranquillement, sereinement et avec un texte fini la vidéo que je prépare autour du blocage artistique. Ainsi, ce book haul va regrouper les livres que j'ai reçus, achetés en décembre, notamment Noël, et ceux que je me suis pris, reçus, achetés sur janvier et février. Sur ce, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec le premier livre. Il s'agit de mythologie japonaise aux éditions Quelle Histoire. En règle générale, les éditions Quelle Histoire font des petits albums jeunesse. Ceux-là sont à 5 € et voilà, traversent différentes périodes, différentes thématiques, différents sujets, différentes personnalités également. Et moi, une de mes collections préférées dans tout ce qu'il propose concerne les mythes et les légendes. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque et je suis plus que ravie de continuer cette incursion dans tout ce qui est un peu imaginaire, fantastique, féerique, sans oublier contes, légendes, tutti quanti, avec la mythologie japonaise qui me faisait très envie. Je l'avais emprunté fut un temps à ma sœur et je suis contente de l'avoir moi cette fois dans ma bibliothèque parce que hyper intéressant. C'est toujours très passionnant de voir un petit peu ce qui se passe en dehors des frontières occidentales, européennes, et voilà, de nos contes, légendes qu'on connaît bien, pour me changer de la mythologie gréco-romaine et nordique dont je suis extrêmement friande. Un petit détour par le Japon me fera le plus grand bien. Sachez que si vraiment la mythologie japonaise vous parle pas, sachez qu'il y a la mythologie égyptienne, qu'on a également la mythologie aztèque dans la même collection. Vous avez nordique, grec aussi, si ça vous intéresse. Et ma foi, ils ont également toutes sortes de livres. Par exemple, on a Arthur, Tristan et Iseut, Anubis, Hercule, Ulysse, la boîte de Pandore, la toison d'or, bref. Vraiment, si vous voulez vous mettre à la mythologie, je ne peux que vous conseiller les éditions Quelle Histoire. Ça fera une basounette absolument sympathique. Ça permet de remettre les pendules à l'heure, de comprendre un petit peu les personnages qui façonnent cette mythologie en question. Et ils sont vraiment bien faits, les illustrations sont toujours superbes. Donc, petits ou grands, vous ne serez pas déçus par cette expédition. On va faire un petit détour dans le monde de la science-fiction puisque j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier m'a été offert par ma soeur à Noël et j'ai vraiment hâte de le lire. Et je compte bien le sortir de ma pile à lire en été, puisque ne me demandez pas pourquoi, j'aime beaucoup lire de la science-fiction en été. Je vous présente donc le premier tome de la saga des voyageurs de Becky Chambers, qui s'intitule L'espace d'un an. C'est ici aux éditions Le Livre de Poche, mais si vous cherchez le grand format, il me semble de mémoire que c'est les éditions Atalante. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle y apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain pacifiste aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'intelligence artificielle du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Becky Chambers, je l'ai découverte à travers des vidéos d'Alex Bookin en Prada, notamment parce qu'elle y parlait vachement bien de l'autrice et de ses écrits, mais aussi parce qu'on allait dans de la science-fiction un peu cosy, un peu introspective, avec pas mal de rencontres, de personnages dont on s'attache
à leurs pensées, à leurs histoires personnelles. Et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de découvrir ces récits et je l'ai fait à travers une histoire de moines et de robots que j'ai commencé l'an dernier, que j'ai terminé cette année. Et celui-ci, je suis particulièrement hypée, je dois dire, parce que tout dans le résumé me fait parfois penser à un de mes jeux vidéo préférés. Il s'agit de Mass Effect. Donc je suis impatiente de pouvoir mettre mon nez dedans parce que ça m'a l'air intéressant, humain, ça a l'air d'être très chargé en émotions aussi. Voilà, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui m'interpelle. Donc ma foi, je le sortirai cet été et j'espère passer un bon moment avec. Autre récit de science-fiction, on est là sur un monument, un classique de la science-fiction. Il s'agit de la première intégrale de Fondation, en tout cas le premier tome de l'intégrale de Fondation, d'Isaac Asimov aux éditions Folio SF. Grâce à la psychohistoire qu'il a inventée, Harry Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire galactique, suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Seule solution pour réduire cette période à 1000 ans, la Fondation. Mais celle-ci a de nombreux et puissants ennemis. Dans ce volume, on va retrouver Fondation, Fondation et Empire, seconde Fondation, soit les 3 premiers tomes de cette série qui en compte 5. Je ne sors pas cette intégrale de derrière les fagots. Pour être tout à fait honnête, j'avais, il me semble, je crois l'avoir acheté en occasion ou alors quand j'étais aux Utopiales, mais j'avais acheté le tout premier tome de Fondation. J'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très intéressant, très fascinant aussi. Un récit plutôt long qui s'installe dans la lenteur, qui évidemment ne va pas contenir des péripéties incroyables toutes les 2 pages, donc c'est un récit plutôt intéressant et atypique et une de mes premières incursions en SF aussi. Et j'en garde un bon souvenir à tel point que j'ai toujours voulu lire la suite sans vraiment me pencher plus que nécessaire sur le sujet. Ainsi, je vais donc profiter de cette intégrale pour relire Fondation et enchaîner avec les 2 autres. Je ne sais pas concrètement quand est-ce que je le lirai, peut-être cet été si je peux le caser, sinon ça sera probablement soit l'automne prochain, mais en tout cas il me fait hyper envie. Le livre suivant est également un classique, mais vous l'aurez compris à la couverture qu'on n'est pas du tout dans le même genre. On est là sur le dernier tome d'Emily, Emily de New Moon, l'ascension d'Emily, et là, le dernier, la quête d'Emily. La trilogie est signée de Lucy Maud Montgomery et tout ceci est édité aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Le petit bordereau nous dit entre créativité, indépendance et romance, le dernier tome de la trilogie nous offre un final plein d'émotions et en effet de ce que je comprends, désormais presque adulte, toujours aussi indépendante et sagace, Emily Starr a fait le choix courageux, sans quitter sa chère New Moon, de poursuivre son but de devenir une autrice publiée. Si les défis d'une vie d'écriture ne sont pas toujours tendres, lettres de refus, sombres humeurs et pages blanches, sa vie sentimentale n'a rien non plus d'un long fleuve tranquille. Alors ce tome manifestement fait un petit peu parler de lui puisque les retours que j'ai eus sont voilà, tantôt positifs, tantôt mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je vous avoue que le côté voir les demandes en mariage qui se succèdent, voir des triangles amoureux qui se dessinent avec leur lot de silence de malentendus, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, je suis pas très ultra fan de romance ni et encore moins de triangle amoureux. S'il y a vraiment une trope qui m'insupporte au plus haut point dans la romance, c'est bien le triangle amoureux, avec d'autres tropes qui peuvent me tendre un petit peu, me faire grincer des dents, mais vraiment le triangle amoureux c'est quelque chose qui ne passe absolument pas du tout. Et j'espère que l'autrice va trouver un bon équilibre entre voilà, l'exploration de cette vie d'adulte qu'Emily entame, voilà, le côté vie quotidienne, romance, avec
Ce qui moi m'a vraiment fasciné, passionné dans cette trilogie, tout le travail autour de l'écriture, les lettres de refus, la poésie, l'épistolaire, les carnets d'Emily, ses pensées et cette héroïne qui est malgré tout très différente d'Anne Shirley, qui est beaucoup plus tumultueuse, beaucoup plus ombrageuse, qui est beaucoup plus nostalgique aussi. Donc c'est vraiment une héroïne intéressante que moi j'ai beaucoup aimée. Le tome 1 est probablement mon préféré sur les deux que j'ai lus. Je suis impatiente de voir où l'autrice va nous mener. En tout cas, il sera lu d'ici la fin du printemps puisque si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez qu'il est dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Je vais partir sur de la littérature contemporaine, littérature générale, littérature japonaise avec le 3e tome de la saga autour du café Funikuli Funikula, même si ici on sort de café qui nous aura accompagnés sur les 2 premiers tomes. Je parle évidemment du roman de Toshikazu Kawaguchi, Le café où vivent les souvenirs, aux éditions Le Livre de Poche et en grand format, c'est chez Albin Michel. Sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon, le café Donna Donna est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funikuli Funikola de Tokyo, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire. Voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline. Todoroki, un comédien se languissant de son épouse et de leurs rêves communs. Reiko, submergé par la disparition de sa sœur. Et Reiji, qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur de moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. C'est donc la suite de Tant que le café est encore chaud qui était le premier tome et du café du temps retrouvé qui est le tome 2. Et c'est aussi une saga que j'aime beaucoup. J'avais un petit peu peur, Tant que le café est encore chaud est passé comme une lettre à la poste parce que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Le 2e tome, j'avais déjà un petit peu d'appréhension parce que je me suis dit, on est encore une fois sur 4 nouvelles qui se relie par un fil rouge, le personnel du café Funikuli Funikula de Tokyo, et je m'étais dit mais si on reste sur cette recette de je prends mon café, je reviens dans le passé, je comprends, je vais pouvoir vivre désormais ma meilleure vie une fois ressortie de ce café, j'avais un petit peu peur que cette formule que je schématise énormément, vous l'aurez compris, j'avais un petit peu peur que ça soit redondant, que ça soit un peu répétitif et qu'au final je m'ennuie. Et bah non en fait, et bah non, pas du tout. J'ai trouvé que le 2e tome avait complètement des histoires très différentes, des personnalités totalement différentes, des 4 femmes qui étaient présentées tant que le café est encore chaud. Là, on est donc, de ce que je comprends, sur 2 hommes et 2 femmes, donc c'est encore autre chose. On est là sur une parité, et en plus de ça, même si je retrouve les grands thèmes, hein, l'amour, la famille, le travail, les rencontres, les liens, manifestement, les quelques éléments clés donnés sur ces 4 personnages qui vont nous accompagner dans ce tome-là me donnent à penser qu'on a affaire à quelque chose de très différent et encore une fois d'histoires, de parcours de vie qui vont être variés par rapport à ce que l'auteur nous a présenté dans les opus précédents. Donc, je vais y aller un petit peu plus confiante. Ma foi, si ça se trouve, je vais me planter, mais si c'est pas le cas, de toute façon, je continuerai ma saga avec le tome 4. En attendant, pour celui-ci, j'aime beaucoup cette ambiance un peu contemplative, introspection, c'est délicat, c'est tendre, c'est plutôt en retenue. C'est très intéressant à lire, moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est un style de lecture qui ne plaira pas à tout le monde, qui ne conviendra pas à tout le monde, mais en tout cas moi, j'y trouve mon compte et je suis ravie de me replonger
dans l'écriture de l'auteur. Et en plus de ça, je l'ai placé dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge, donc il y a de très fortes chances qu'il soit lu avant fin mai. On va rester avec le Japon et une lecture graphique, un manga de surcroît. On est là sur la collection manga qui est initiée par Michael Brin-Arnaud, qui est l'auteur des Mémoires de la forêt. Et cette collection se nomme Le Renard Doré, qui est la librairie, le nom de la librairie de Michael Brin-Arnaud. Et donc, aux rues de Sèvres, vous retrouvez Le Voyage d'Ours Lune de Ho. Fatigué des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but, mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partagez le périple initiatique de ces deux âmes esselées et devenez témoins de leur amitié poignante. C'est un one-shot, c'est un livre que j'ai reçu à Noël et je suis trop refaite parce que cette collection me tentait depuis le départ. J'ai d'ailleurs emprunté à la médiathèque un des 3 opus qu'on voit derrière. Il me reste Ma Mamie Adorée à découvrir, un de ces 4, mais je suis curieuse parce que on sent en fait que ce sont des histoires merveilleuses, un peu oniriques, très chargées en émotions, des rencontres, des voyages, et je trouve perso qu'on retrouve Michael Brin-Arnaud, les Mémoires de la forêt, à travers cette sélection en fait, et ça me fait très plaisir parce que je me dis que bien évidemment on va pas retrouver la recette Mémoires de la forêt dans chacun des mangas qui seront publiés dans cette collection. Néanmoins, le simple fait de sentir des mots-clés, une ambiance, comme un espèce de fil conducteur, ça me fait très plaisir parce que je pense qu'au fond, je vais passer de très bons moments de lecture avec ces ouvrages et qu'il y a de très fortes chances pour que je kiffe en plus ce moment. De plus, il ne va pas rester longtemps dans ma pile à lire comme certains autres de ces livres. Je compte le lire ce printemps. Une parution de 2025 qui, ma foi, je ne m'attendais pas à la placer dans ma wishlist. Je l'avais vu passer, mais je ne m'étais pas arrêtée plus longtemps que ça dessus. Pourtant, en voyant la vidéo de Margot Liseuse, notamment un de ses vlogs, où elle parlait de ce titre, et elle en parlait en bien, vu voilà, comment elle en parlait, les mots-clés qu'elle donnait justement pour parler de cette lecture, ça a tout de suite allumé des loupiottes dans mon cerveau et je me suis dit que ça serait peut-être très intéressant de m'y plonger. Voici donc le premier tome de la saga Les Brûleurs d'Or. Le tome 1 s'intitule Les Apprentis de Morcelieu. C'est écrit par Alice Paria et édité aux éditions Scréméo. Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuse. Mais cela ne lui suffit plus. Son destin bascule lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Mystérieux et plein de charme, le jeune homme la persuade de s'enfuir avec lui au château de Morcelieu, un domaine somptueux où nobles et magiciens se côtoient dans un tourbillon de plaisirs et de fêtes étourdissants. Très vite, Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis. Elle travaille d'arrache-pied pour combler son retard lorsqu'un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Accompagnée de ses nouveaux amis, elle va alors tout mettre en œuvre pour le déjouer, mais à quel prix? On est là sur pas mal de petites choses que j'aime et j'apprécie. On est sur de la fantaisie, on nous parle d'enchanteurs, de mages, de magie, de magiciens, un espèce de domaine un petit peu particulier où il se passe des tas de choses. On va également me parler d'un personnage qui est mystérieux, plein de charme, d'une fuite d'un château qui est somptueux. Il y a des nobles, des magiciens qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Il y avait des petites choses qui forcément ont capté mon attention, et en plus de ça, Margot Liseuse en parlait
en citant un petit peu cette plume qui lui rappelait beaucoup celle de Christelle Dabos, qui est l'autrice de La Passe Miroir. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose de plutôt sympathique, de travailler, de soigner, une belle aventure, de la magie, des mystères, des choses très intéressantes. Donc il est plutôt discret, je vais pas vous cacher que j'ai eu peu de retours sur ce livre, mais ça ne m'empêchera pas de le lire et de le lire en plus de ça ce printemps. On va rester sur la magie et la littérature jeunesse et je vais vous parler d'Amari et la Ligue des Magiciens, qui est le second tome de la saga Amari de B.B. Alston aux éditions là, le livre de poche. Mais si vous cherchez le grand format, il faudra vous tourner vers Bayard Jeunesse. La deuxième année d'Amari au bureau des affaires surnaturelles commence mal. La jeune magicienne est accusée d'avoir créé une faille temporelle. Pire encore, Merlin, le Premier ministre, est encore figé dans le temps. La mystérieuse et puissante Ligue des magiciens offre alors à Amari la possibilité de défendre les siens. Si elle refuse, elle laisse le champ libre à un dangereux magicien. Je garde un excellent souvenir du premier tome d'Amari, l'univers que je trouvais dense, riche avec toutes ces créatures fantastiques, avec ces histoires de magiciens, de bureaux, des affaires surnaturelles, enfin, il y avait donc tout un tas d'éléments qui ont été super bien expliqués, exploités à travers l'intrigue de ce premier tome. Et je me souviens très bien, en refermant le livre, avoir très hâte que le tome 2 sorte. Sauf qu'à sa sortie, j'ai dirigé mon regard, mon attention sur d'autres parutions et je ne suis jamais revenue dessus. Donc je suis méga contente d'avoir le livre poche entre les mains puisque je vais pouvoir relire le tome 1, ce qui me fera le plus grand bien puisque j'ai vraiment adoré cette histoire. Et je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 qui, je l'espère, et je pense, sera à la hauteur de cette saga qui est absolument géniale. Vraiment, personnage, univers, plume, tout est soigné, pétillant, malicieux, plein d'aventures, de magie, d'amitié, de secrets en tout genre. Donc moi j'avais bien aimé et je suis impatiente de remettre mon nez dedans. Je ne l'ai pas placé pour le printemps, peut-être cet été, peut-être à cet automne que je le lirai, mais en tout cas il me fait grave envie. On va continuer avec les poches et je vais vous les présenter mais peut-être pas vous donner des résumés très précis, pointus, pour une raison très évidente, c'est qu'on est sur un univers étendu qui découle d'un univers principal, qu'il y a un one-shot dans lequel la lecture, on va dire, de la saga initiale est nécessaire. Pareil, il y a un premier tome d'une autre saga, mais il vous faut lire la saga de base si vous voulez un petit peu mieux comprendre de quoi il retourne. Et le dernier livre que j'aurai à vous présenter, lui, c'est le tome 2 de la suite de cette saga initiale. Bon, je vais peut-être pas me lancer dans les résumés très précis parce que ça risquerait un petit peu de gâcher le plaisir de découvrir la saga d'origine qui est Percy Jackson. Percy Jackson, c'est un univers que l'on doit à Rick Riordan et pour le coup on a la saga de base qui compte 5 tomes, un deuxième cycle de cette saga de base qui comprend 3 tomes je crois, on a la suite qui s'intitule Les héros de l'Olympe, on a une saga annexe qui est Les travaux d'Apollon et on a un one-shot autour d'un personnage que l'on rencontre dans l'univers Percy Jackson. Percy Jackson, c'est l'histoire d'un ado, Percy, qui découvre le jour où sa prof de maths veut l'assassiner qu'il est en fait un demi-dieu et qui doit aller dans le camp des sans-mêlés où plusieurs demi-dieux se retrouvent. Et Percy n'est pas l'enfant de n'importe qui, il est le fils de Poséidon. Et donc, forcément, ça l'emmène sur des chemins assez tumultueux puisque un fils des 3 grands, qui est Hadès, Poséidon et Zeus, c'est, j'allais dire, l'excuse toute trouvée pour avoir une vie assez trépidante, riche en rebondissements, mais aussi en galères, en pépins, voire même en danger plus que mortel.
La saga Percy Jackson, je l'ai en poche et je l'ai dévorée en l'espace de même pas 15-20 jours, un été. Les symptômes hein, d'un coup, voilà, j'ai enchaîné, je me suis jamais arrêtée et je trouve cette saga absolument géniale parce que c'est drôle, ça permet d'avoir de bonnes bases en termes de mythologie grecque et de mythologie romaine en ce qui concerne les héros de l'Olympe. Le monsieur n'a pas fait que de la mythologie gréco-romaine puisqu'il me semble qu'on a la mythologie égyptienne en 3 tomes, mais je me souviens plus du nom exact de la saga, je vous le mettrai juste en dessous au cas où. Il y a également la mythologie nordique avec Magnus Chase, je crois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le travail de l'auteur, je trouve qu'il a une chouette plume, que c'est dynamique, que c'est pétillant, que c'est drôle. Les personnages sont hyper attachants, l'univers est super bien fouillé, précis, minutieux. C'est un bonheur de vivre toutes ces histoires, toutes ces aventures. Voilà, c'est in fine une très belle fresque en matière de fantastique, d'aventure et de littérature à destination des ados. Donc si vraiment ça vous intéresse, je ne peux que vous recommander à 3000% de découvrir cette saga. Quant aux héros de l'Olympe, j'ai lu la saga en entier, mais je l'avais emprunté à la médiathèque puisque j'ai pas pu résister très longtemps. Quand j'ai vu qu'il y avait une suite, je les ai empruntés et je les ai quasiment lus en même pas 2 ans le temps de pouvoir les emprunter puisque c'est une saga qui est très demandée quand même. Hein. Mais ouais, pareil, très bon retour, très belle expérience de lecture avec les héros de l'Olympe. Et j'avais lu assez rapidement le premier tome des travaux d'Apollon, mais j'étais pas vraiment dedans, j'étais accaparée avec d'autres lectures, d'autres choses. Et je n'ai que Percy Jackson dans ma bibliothèque. Tout le reste, c'était des emprunts. Donc il était grand temps, parce que j'avais envie de relire Percy Jackson, parce que j'ai envie aussi de regarder la série sur Disney+, parce que j'ai envie de me replonger dedans et d'avancer dans cette saga tout simplement. Je me suis dit qu'il est grand temps que j'avance petit à petit dans cet univers et en poche, puisque je l'ai commencé en poche. Ainsi donc, j'ai pris le 2e tome des héros de l'Olympe, qui est le fils de Neptune. J'ai également pris le 1er tome des travaux d'Apollon. Et cerise sur le gâteau, j'ai pris le one-shot Le Soleil et l'Étoile, une aventure de Nico Di Angelo. Je ne vous dirai pas qui est Nico, je vous laisse découvrir si vous avez envie un jour de découvrir Percy Jackson. Et pour ma part, je suis ravie d'accueillir ces 3 petits nouveaux dans ma bibliothèque. Par contre, pour savoir quand est-ce que je vais les lire, ça va être une autre histoire, mais au moins ils sont là. Je vais vous les présenter assez rapidement pour pas m'étendre sur le sujet parce que je sais très souvent que tout ce qui va être un petit peu développement personnel est plus ou moins bien mal perçu selon comment c'est tourné, écrit, présenté. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'avais besoin de me renseigner sur des sujets très précis et c'est pour ça que je suis très contente de les avoir tous les deux parce qu'ils m'ont appris pas mal de choses sur moi et sur ce que je cherchais en particulier, à savoir l'hypersensibilité et l'anxiété. Et donc on a affaire à la collection Mon Cahier qui est aux éditions Solar. Pour Mon Cahier hypersensible, c'est Ludivine Cassili, tandis que Mon Cahier anti-anxiété est de Mathilde de Police. Je ne vais pas m'étendre plus que nécessaire sur ces sujets, en tout cas j'en avais vraiment besoin pour comprendre l'anxiété puisque j'ai été diagnostiquée avec des troubles anxieux généralisés. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir une base de compréhension un petit peu plus fouillée, poussée, travaillée et d'avoir quelques pistes de réflexion. Et j'avais besoin aussi de mettre en place certaines choses pour au quotidien un petit peu mieux gérer l'anxiété, la maîtriser aussi. Donc celui-ci est vraiment hyper intéressant, j'ai appris plein de choses et maintenant c'est à moi de mettre en pratique ce qui m'interpellait, ce qui m'intéressait, ce que j'ai trouvé intéressant pour le quotidien
Et pour ce qui est de l'hypersensibilité, c'est un petit peu la même que pour l'anxiété, comprendre comment ça fonctionne, d'où ça vient, comprendre un petit peu ses particularités, le travail des émotions aussi. Et donc à la fin des fins, je trouve que les deux se complètent, puisque l'hypersensibilité peut être une conséquence aussi de l'anxiété. Donc il y a des informations qui se complètent entre les deux, que l'on retrouve pour gérer les deux, et j'ai hâte de relire mes notes pour cette fois-ci mettre un petit peu, j'allais dire un plan d'attaque entre guillemets, dans le sens de savoir qu'est-ce que je mets en pratique pour gérer au mieux ces deux particularités de ma vie. Puisqu'on est dans le documentaire, on va rester dans la non-fiction avec L'art contemporain, une infographie de Béatrice Joyeux-Prunel et de Guillemette Crozet aux éditions CNRS. Ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition via une masse critique Babelio et je ne l'ai pas choisi, sélectionné par hasard dans toute cette masse critique, c'est parce que déjà j'avais lu la littérature, une infographie que j'avais adoré, je l'ai trouvé vraiment super intelligent et passionnant, fascinant même à lire, parce que j'ai étudié l'histoire de l'art et de l'archéologie à la fac, et aussi parce que j'ai fait des études d'art plastique quand j'étais au lycée. Donc tout ça me passionnait, surtout que l'art contemporain c'est pas tellement mon rayon, ou on va dire ma période préférée dans l'art, donc j'étais très contente, très curieuse aussi de me plonger dedans, et ma foi, à l'image de celui sur la littérature, si les sujets vous intéressent, foncez-y, parce que vraiment c'est hyper intéressant, bien fichu, bien expliqué avec des graphiques qui permettent de mieux comprendre l'art contemporain à travers différentes thématiques. Quand on analyse au sommaire ce que vous allez pouvoir retrouver, on va vous parler tout simplement des artistes en particulier, mais des artistes en général, de la formation, du cursus. On va avoir aussi tout ce qui est exposition, musée, galerie. Ça peut être également tout ce qui va être la commande publique, tout ce qui va être les collectionneurs, les foires, les galeries. On va parler aussi de NFT, on va parler aussi de pétrole, le lien entre l'art contemporain et l'industrie pétrolière. On va parler de street art, de pop art, de titres, de taille, de volume, de matériaux, de couleurs. Bref, c'est très large, très diversifié, mais ça permet d'avoir un regard sur l'art contemporain qui est simple, accessible, qui est complémentaire entre le texte travaillé, soigné, et les infographies qui donnent des informations, des détails en plus par rapport au texte. C'est hyper fascinant à découvrir, à comprendre. Il y a énormément de petites choses à découvrir, à comprendre sur l'art contemporain qu'on ne sait pas forcément. Donc on a toute cette espèce de, j'allais dire, de voyage à travers le temps, à travers le 21e et le 20e siècle, à travers aussi les différents pays, continents. Si vous avez l'intention, la curiosité, l'envie de découvrir ce travail, je ne peux que vous encourager à le faire parce que c'était vraiment chouette. Un livre que j'ai reçu à Noël et qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, parce que je vous avoue que l'illustratrice en question, j'aime beaucoup son travail, et qu'en plus de ça, j'avais eu à Noël en même temps, du coup, un de ses albums de coloriage. Donc j'étais plus que contente parce que j'ai commencé à le feuilleter et je vais probablement prendre l'année entière pour le lire, parce que je veux le travailler en même temps avec mon carnet de croquis. Et il s'agit de tout dessiner comme Johanna Basford, créer et colorier votre propre univers, et le livre est édité chez Marabout. Grâce à ses livres de coloriage et ses illustrations au style si particulier, Johanna Basford a enchanté la vie de millions de personnes à travers le monde. Dans ce guide de dessin aussi ravissant qu'accessible, elle partage ses secrets, simples et à la portée de tous, qui vous permettront de créer vos propres histoires féeriques et magiques.
grâce à des exercices expliqués pas à pas, des suggestions, des conseils et toujours de nombreuses pages à colorier. Ce livre vous ouvrira en grand les portes de la création. Ce carnet de dessin vous invite à développer votre style personnel et à inventer des créatures et des paysages extraordinaires à l'aide d'un simple crayon ou d'un feutre et des trésors de votre imagination. Le livre se découpe en 3 parties, il y a forêt, jardin et océan, et pour chaque partie des petits exercices pour apprendre à dessiner certains éléments de manière plus ou moins simplifiée, plus ou moins graphique aussi, puisque ça reprend quand même le style de l'illustratrice. Et je vous avoue que c'est passionnant parce que vous le savez peut-être ou pas, mais je suis autrice illustratrice et j'aime bien avoir ce genre de livre chez moi parce que ça me permet de travailler un petit peu tout ce qui va être structure, forme, de voir un peu comment les autres illustrateurs, illustratrices composent leurs illustrations. Donc c'est aussi bien un travail pour la composition que pour trouver des façons de structurer un petit peu plus facilement mon travail, de comprendre un petit peu les bases, les formes géométriques utilisées pour faire tel ou tel élément, comment en fait la personne s'y prend tout simplement pour dessiner ses univers. Donc moi c'est toujours quelque chose qui me fascine et qui me plaît, non pas dans l'optique de copier dans le sens plagier, mais de former mon œil, former mon coup de crayon, me dire ça me plaît, cette façon par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, créer cette bouteille pour placer des éléments. Peut-être que cette façon de créer des bouteilles va me plaire, ou peut-être pas, mais je veux tester dans mon carnet de croquis, voir voilà, comment je me dépatouille avec ceci, et je trouve voilà, le procédé très intelligent et le fait d'avoir jardin, océan et forêt, ça permet de s'inspirer, de continuer à former son œil, d'être toujours créatif et de se dire que ça peut être une bonne idée de faire autrement parfois ou de façonner son coup de crayon différemment. Si comme moi vous êtes intéressé par le sujet de l'illustration, vous pouvez toujours jeter un œil dessus. Si jamais vous cherchez peut-être un moyen de dessiner des petites choses sympatoches dans votre bugeot lecture, carnet, journal intime, bref, peu importe, vous pouvez toujours tenter l'expérience parce qu'il y a quand même des petits éléments qui sont sympas et qui peuvent agrémenter une page ou un journal. Et si jamais ni l'un ni l'autre ne vous tente, vous pouvez peut-être vous rabattre sur les livres de coloriage qu'elle fait, Johanna Basford, parce que c'est excellent et très chouette. On continue avec les livres reçus Noël et je termine même avec, puisque là c'est Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozo. Ici on est dans un univers où depuis toujours les oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Bravant les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs. Taraudés par cette menace, que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Avendis, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets. Et lorsque Décile, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur Terre, au-delà des murs de la confrérie, une guerre sans merci se prépare, et dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Une chose est sûre, seuls Alouette et Décile peuvent encore tout changer. C'est un livre que j'ai placé dans le Blossom Spring Challenge et en plus de ça c'est un livre que je suis en train de lire. Pour être honnête, j'ai juste commencé à lire le prologue, donc je ne vais pas pouvoir trop en dire ici. Au-delà de la couverture que je trouve très chouette et au-delà du jaspage que je trouve très chouette aussi avec ses jolies couleurs et les petits osios, j'avoue que je suis une passionnée d'oiseaux, chouettes, hiboux, rapaces, voilà. Tout ce qui a des plumes me fascine forcément. Et j'avoue qu'avoir un univers, un livre autour des oiseaux, bah, forcément je n'allais pas passer à côté, j'allais pas laisser cette sortie m'échapper. Et donc je suis refaite de l'avoir eu à Noël parce que tout simplement il a l'air très chouette, ça a l'air d'être une aventure de fantasy
très intéressante. D'habitude on a ce type de récit avec des dragons, donc à voir ce que ça donne cette fois avec des oiseaux. Et en plus ce côté utiliser les oiseaux pour lire le passé et le futur, notamment dans les tracés, moi je sais pas, ça me parle, ça me rend extrêmement curieuse, donc ma foi, hâte de pouvoir dépasser le prologue et de découvrir ce qu'il en retourne tout simplement. Et je termine ce book haul hivernal avec le dernier livre qu'il me reste à présenter. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu dans le cadre d'un projet financé sur Ulule. On est donc sur La cuisine pour les sorciers de Thibaut Villanova. Si le nom du monsieur vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous le connaissez avec un autre nom. Il s'agit de Gastronogeek. De Gastronogeek, j'avais reçu et financé le livre autour de The Legend of Zelda, un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et là, on est sur un univers plutôt Harry Potter / les animaux fantastiques. Et je suis refaite parce que, comme vous pouvez le constater, il est absolument magnifique. Le jaspage aussi est magnifique. Et le livre lui-même est super chouette. Je ne l'ai pas encore lu vraiment de A à Z, mais je l'ai feuilleté. Et évidemment, on est sur du travail de qualité. Tous les livres de Gastronogeek sont de qualité. Déjà celui sur Zelda était absolument magnifique. Mais là j'avoue que celui sur cet univers me faisait particulièrement envie. Et qu'on y retrouve des chouettes photos. Vraiment un travail de qualité incroyable dans la maquette de l'ouvrage. Et ma foi, je suis impatiente de prendre mon temps pour le feuilleter et le lire un petit peu plus en détail, en sachant que, évidemment, qui dit sorcellerie, magie, dit forcément automne. Donc oui, je ne lirai pas ce livre avant l'automne. Me demander un grand effort pour pas céder à la tentation plus tôt, mais j'y tiens parce que je pense qu'il sera parfait pour cette saison. Je ne peux que vous recommander de suivre Gastronogeek dans tous ses réseaux sociaux, Instagram, YouTube ou encore Twitch. Je ne peux que vous recommander aussi de suivre un petit peu ce qu'il fait sur Ulule parce que vous aurez peut-être la possibilité de participer à ses futurs projets et aussi la possibilité d'être tenu au courant de si ces livres vont sortir un jour dans le commerce, puisqu'il me semble que The Legend of Zelda c'est le cas. Donc peut-être que pour celui-ci ça sera possible, mais pas dans l'immédiat, je pense. Donc voilà, suivez Gastronogeek sur les réseaux sociaux, ça sera probablement le meilleur moyen de se tenir informé de tout ce qu'il sort. En plus de ce merveilleux bijou que je suis impatiente d'ouvrir et de lire de A à Z, je suis aussi très hypée par le prochain que je vais recevoir, peut-être cette année, l'année prochaine, à savoir celui sur Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci infiniment de l'avoir regardée. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai eu, reçus, achetés durant cet hiver. Et contrairement au book haul de l'automne, vous avez dû vous en rendre compte que le ratio lu-pas lu est pas très équilibré, puisqu'il y en a beaucoup qui vont être lus durant le Blossom Spring Challenge, d'autres que je compte garder pour l'été et pour l'automne, et d'autres pour lesquels il va falloir que j'organise des séances de relecture. Donc un bilan tout à fait différent, mais bon, je sais que la plupart seront lus de toute manière avant la fin de l'année. Si jamais certains de ces titres vous intéressent, ils seront bien évidemment renseignés sous la vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description puisque vous aurez également des liens comme par exemple pour retrouver Gastronogeek ou encore pour retrouver les personnes dont j'ai cité les noms, la librairie Le Renard Doré par exemple, et bien d'autres, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Ça vous donnera aussi les liens par exemple sur les réseaux sociaux, mes réseaux où j'écris et je publie mes histoires. Bref, il y a un petit peu de tout. Vous avez de quoi faire votre marbré préféré.
N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous voulez et aussi à la commenter, ne serait-ce que pour me dire ce que vous avez lu, pas lu, ce qui vous tente ou pas, est-ce que vous gardez des bons souvenirs ou non de ces séries, est-ce que vous les connaissiez ou pas du tout. Bref, tout ça m'intéresse. Quant à moi, je vous laisse là, je vous souhaite de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye.